Et de retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et ce soir, nous parlerons d'un projet, à savoir les polissons IEM. Et pour en parler, nous avons Lucille Bonin, qui est psychomotricienne. Bonsoir. C'est l'inverse. Ah, Pardon. donc Catherine de Rochefort est psychomotricienne. C'est moi. Voilà. Et Lucille Bonin est directrice de l'hôtel Maison Victoire. C'est ça. Hôtel Maison Victoire, qui sera à Pointe-à-Pitre. Qui sera à Pointe-à-Pitre, qu'on espère ouvrir en mars, qui sera une belle vitrine du patrimoine guadeloupéen. Et on espère vraiment que vous serez nombreux pour venir visiter cet établissement. Donc l'hôtel Maison Victoire. Maison Victoire, oui. En mars prochain, on va se pencher effectivement sur cette ouverture. Avant d'en venir à notre sujet principal, à savoir les polissons IEM, ce projet donc que vous êtes en train de ficeler, j'aimerais vous poser une petite question d'actualité sur effectivement cette réforme des retraites. Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre, vous êtes inquiet, vous cotisez pas, dites-nous tout. Alors bon, moi je vais peut-être parler au nom des commerçants. Moi j'ai quand même une carrière assez découpée. Je me suis un peu faite moi-même sur le parcours professionnel. Je dirais que malheureusement l'État souverain français, ça fait longtemps que je n'y crois plus. J'ai grandi avec des parents également qui se sont faits eux-mêmes. Je pense que, je crois que malheureusement il faut aussi compter sur un parcours de vie où on a envie de se protéger des obstacles qu'on peut avoir. On ne peut pas tout anticiper, mais compter sur l'État français, je crois que la Guadeloupe, pour cette extension territoriale qui parfois a bon dos, je trouve que quand on accumule les problématiques, entre autres de l'eau, qui est quand même une problématique fondamentale, les pauvres Guadeloupéens, je les comprends, et donc qu'ils soient dans la rue, si je pouvais, si j'avais pas une petite fille handicapée, je ferais pareil. Donc vous espérez plus, vous bossez. Non, mais quelque part je comprends aussi les gens qui veulent espérer, hein, mais je pense qu'il faut pas être naïf et que la vie professionnelle est difficile partout en Europe, partout dans le monde. On a un État français, on a la chance d'avoir un passeport français, mais ça ne fait pas tout. Et donc voilà, le parcours qu'on a aujourd'hui avec une vie économique de plus en plus difficile à gérer, c'est une réalité. Il faut vivre avec et il ne faut pas attendre. Donc vous vous préparez. Certaines personnes cotisent elles-mêmes, finalement, se préparent à faire face à leur propre retraite, finalement, financer leur propre retraite. Pour vous, c'est un plan qui est plus judicieux, finalement. Plus judicieux. J'ai guère le choix, moi, avec le parcours découpé que j'ai. Je ne suis pas quelqu'un qui a fait de très, très longues études. Je suis quelqu'un qui s'est un peu forgé sur le terrain, comme beaucoup de professions. D'ailleurs, ça devrait être davantage reconnu, parce que je trouve que le savoir, certes, mais l'expérience fait beaucoup de savoir bien aussi. Sûr, bien sûr. Et donc, voilà, moi, je suis tout simplement dans ce parcours un peu atypique qui fait que si je regarde, j'ai eu 35 ans, j'ai reçu mon bilan un peu de ce que j'ai fait dans mon parcours de vie. Bilan de carrière. Voilà. Et donc, il faudrait que je travaille jusqu'à 73 ans pour avoir quelque chose. Bon, voilà. Ah oui, 73 ans quand même. Hein. Voilà. Pourtant, j'ai travaillé, mais voilà. Autant avoir un plan B. C'est ça. Dans ce cas-là. Voilà. Et quand on est libéral, puisque vous êtes psychomotricienne, donc infirmière libérale finalement, donc comment ça se passe pour vous? Vous comptez pas non plus sur cette caisse de retraite? Alors, pratiquer en libéral, c'est avoir la sécurité de se dire on met de l'argent de côté, on ne compte pas forcément sur la retraite plus tard. C'est aussi être un peu dépendant, avoir moins de sûreté de salaire en fin de mois. À ce jour, je suis un peu entre deux. Je suis entre du salariat et du libéral pour m'assurer justement une sécurité de salaire à la fin du mois. Le libéral, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire toute ma vie parce que c'est important pour moi, surtout moi qui suis jeune diplômée, de travailler dans une équipe avec d'autres médecins, d'autres professionnels d'un corps de santé. Mais effectivement, ça me paraît tellement loin, mais il faut s'y intéresser aujourd'hui et c'est un vaste sujet dans le sens où on a du mal à se dire que dans le corps médical ou paramédical, on va bosser effectivement peut-être jusqu'à 64 ans avec des prises en charge de patients assez lourds, que ce soit sur le plan psychologique, physique. Donc ouais, pour moi, c'est pas forcément envisageable de travailler si tard. Et pourtant, je commence tout juste. Ouais, mais quand on annonce la couleur, c'est du 43 ans minimum. C'est vrai que 43 ans, bon, c'est une vie, quoi. Ouais, effectivement. J'ai plein d'autres projets. Vous aimeriez quand même faire 2-3 choses à côté. J'adore mon travail, mais peut-être que j'aimerais faire d'autres choses dans ma vie, effectivement. On vivre un peu. Tout à fait. Accessoirement, ça pourrait être sympa.
Et donc, toutes les deux, vous travaillez sur un projet, on peut dire, à caractère social, puisque effectivement, c'est pour venir en aide justement à des jeunes publics en difficulté. Et donc, vous mettez en place les polissons IEM. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Les polissons IEM, si tu me permets, Catherine. Vas-y, commence. C'est né de cette belle rencontre qu'on a eue avec Catherine. On s'est rencontrés dans le cadre, tout simplement, j'ai une petite fille, moi, polyhandicapée, qui a 3 ans, qui a été dépistée avec une maladie rare qui s'appelle le syndrome PURA. Il n'y a que 300 cas dans le monde. Quand vous apprenez ça, c'est un peu le coup près. Quand vous apprenez déjà la maladie, c'est difficile. Et vous rentrez dans un nouveau monde de pluridisciplinarité médicale, entre autres la psychomotricité, qui est un très très beau métier, je trouve, la kinésithérapie, toutes ces choses-là qui font que vous savez que c'est un enfant qui va être atypique. Et quand il n'y a pas de traitement, quand on parle de maladie rare, on sait d'office qu'il n'y a pas de traitement. Et donc c'est un accompagnement de tous les jours pour trouver à avoir un mieux-être. Faut pas rêver, il n'y a pas de baguette magique, hein, votre enfant est ce qu'il est, il le restera, mais un mieux-être pour les parents et pour l'enfant. Et donc, on a eu cette belle rencontre avec Catherine, où de toute façon, quand on est parent d'un enfant atypique, je parle pour beaucoup de parents là ce soir parce que je sais ce qu'ils vivent, on a l'impression d'être mis à l'écart de la société. On a l'impression d'être plus bon pour travailler parce que c'est trop compliqué à gérer et que ça fait peur à beaucoup de gens aussi. Et un employeur, bien souvent, quand vous dites que vous avez besoin d'être beaucoup présent à votre domicile ou chez votre enfant, c'est compliqué à entendre. Je comprends aussi la place du chef d'entreprise. Hein. Et donc, j'ai rencontré plusieurs parents en salle d'attente et entre autres Catherine dans les séances de psychomotricité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une autre vie possible et je me suis dit comment font les autres familles. Et donc, on s'est dit pourquoi ne pas créer des structures, parce que quand vous avez un enfant comme ça, vous n'avez pas d'accès à la crèche, pas d'accès en MAM, pas d'accès à une nourrice parce que c'est hors de prix. Une infirmière de temps en temps à domicile, certes, mais ça ne solutionne pas tout. Quand vous voulez avoir une vie à nouveau, c'est pas être égoïste que de se dire qu'on est parent, mais on est aussi homme et femme, et on a envie de travailler et de réaliser aussi des rêves professionnels. Et donc, l'idée, c'était de trouver une infrastructure parce que il y a beaucoup d'enfants dans ce cas-là, il y a beaucoup de familles abandonnées, il y a beaucoup de familles qui subissent ce handicap, et c'est aussi la porte à... Il ne faut pas avoir honte de le dire, à la maltraitance, parce que c'est des parents qui souvent mettent un peu, quand ils sont encore ensemble, déjà les couples aussi, c'est pas toujours évident, moi j'ai cette chance, mais de se dire que c'est la faute de l'enfant si notre vie a changé. Et donc, parfois on en veut inconsciemment à ce petit être-là, et du coup, voilà. Et surtout l'isoler parce que c'est pas toujours évident de reprendre un train de vie normal parce que ça demande plein de choses. Enfin, les maladies sont tout atypiques, mais souvent c'est très lourd. Donc voilà. Et donc ce beau projet qui a été surtout initié par Catherine pour son expérience de psychomotricienne, c'est une structure qui, on espère, verra le jour. Donc vous voyez beaucoup de parents qui sont un peu complètement débordés par ces situations-là et qui n'ont pas de prise en charge adéquate. Alors effectivement, donc je suis Louisa depuis presque 2 ans maintenant. Louisa est porteuse d'un syndrome très lourd qui demande des prises en charge. La vie de Lucille, par exemple, c'est mission commando la semaine, c'est des rendez-vous toute la semaine, matin et après-midi. Et après, effectivement, j'interviens à domicile et au cabinet. Au cabinet, j'ai des enfants qui viennent plus pour des troubles des apprentissages, mais également des formes d'autisme plus ou moins sévères. Des enfants porteurs de trisomie qui n'ont pas de structure non plus. Donc pour certains, ils peuvent être scolarisés, certains peuvent être en inclusion scolaire, certains ont la chance d'avoir une structure adaptée type IME, et d'autres sont sur liste d'attente, des listes d'attente qui peuvent attendre 3-4 ans. Et donc oui, effectivement, les parents, ils sont obligés de se retirer de leur travail. Il y en a effectivement qui ont la chance d'être en couple, qui ont une famille qui est porteuse. J'ai aussi des mamans qui sont seules avec une fratrie. Des parents également qui quittent la Guadeloupe pour aller soigner leurs enfants, pour se rapprocher de la famille en métropole parce que c'est trop compliqué d'être isolé ici. Et le terme que je vais peut-être employer est peut-être un peu dur, mais c'est double peine pour ces parents parce qu'ils ont la peine du handicap
Alors quand on annonce le diagnostic aux parents d'un enfant handicapé, on doit déjà encaisser ça, faire le deuil de son enfant un peu idéal, mais en plus, il y a tout le marathon qui suit derrière, à savoir comment s'organiser au niveau administratif. Même nous, en tant que professionnels, moi, des fois, c'est les parents qui m'en apprennent plus sur comment créer un dossier MDPH. C'est une mission incroyable. C'est long, c'est compliqué, c'est surtout long. Ça peut prendre des mois pour une prise en charge, donc financièrement... des mois, vous êtes gentil. Des années même. Parfois, c'est 1 an, c'est 8 mois, 1 an. Exactement. Quand c'est bien rédigé, parce que quand vous êtes seul, c'est la grande difficulté aussi. C'est vraiment une méandre administrative à la française. On va pas avoir peur des mots. Les millefeuilles. C'est très compliqué. C'est en plus souvent il y a des rouages qu'il faut connaître. Il y a des petites accumulations d'informations à noter qu'il faut connaître et pas se tromper de terme. Et vous n'avez pas l'énergie et le temps pour ça. Et parfois, quand vous êtes trompé, on vous informe pas que vous vous êtes trompé. Bien sûr. Donc vous n'avez juste pas de nouvelles. Et donc quand vous allez rendre compte de cela, il va falloir redémarrer, recommencer. Et des mois s'écoulent, les prestations ne sont pas versées. On a beaucoup de retours justement de parents justement qui sont un peu dépendants de la MDPH et qui voient les dossiers qui ne sont pas validés, qui reviennent. Ça prend beaucoup de temps, les versements ne sont pas faits et donc elles sont livrées à elles-mêmes, ces familles. Et franchement, c'est un peu dramatique. Surtout pour les enfants puisqu'ils nécessitent effectivement cette prise en charge pour avoir un minimum, un semblant de vie, quoi, un semblant de vie tout à normal. fait. Moi, j'aurais tendance à dire... c'est peut-être mon point de vue, mais à désacraliser un petit peu toutes ces institutions et ces administrations, et parfois, c'est un peu dur, mais à se responsabiliser dans le sens de se dire que ce sont certes des infrastructures, mais c'est également un service public. Donc, on se doit, nous aussi, d'avoir une reconnaissance là-dessus et qu'il y ait vraiment un service qui est dû, qui doit aller en bonne et due forme jusqu'au bout. Et quand ce n'est pas le cas, je pense que nous, je dirais, personnes civiles, on devrait aussi peut-être se dire qu'on a un droit à la parole, on a un droit à un engagement et on a un droit aussi peut-être parfois de se former nous-mêmes et de contester des méthodes qui sont parfois complètement, je dirais... aveugle, sourde sur la réalité du terrain. Alors, il y a une réalité aussi là-dessus, c'est quand on est dans l'administration, parfois on n'est tellement pas sur le terrain qu'on ne se rend pas compte de ce qui est vécu. En fait. Et parfois, on aurait peut-être besoin de porte-drapeau. C'est aussi pour ça les polissons IEM, c'est aussi pour ça parce qu'on se rend compte que parfois des familles, comme disait Catherine, elle a bien dit, accumulent les difficultés, je dirais même accumulent les handicaps. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une famille où vous n'avez pas eu accès à l'éducation, vous n'avez pas eu accès à l'instruction, vous n'avez pas en plus une facilité, je dirais, dans le foyer à avoir les moyens pour, eh bien, vous vous taisez face à des blouses blanches. Exactement. Donc, quand moi, je me suis retrouvée parfois avec des difficultés et que je ne comprends pas les choses et que je sais que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué des choses et donc, du coup, de dire que je ne suis pas d'accord ou que je n'ai pas compris, que j'ai le droit qu'on m'explique, ça, c'est quand même déjà une partie du combat qui est relevée. Et donc, quand vous êtes face à des parents qui sont démunis, qui ne comprennent pas le handicap et qui se laissent un peu porter là-dedans, ce n'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils n'ont pas eu accès. Ils sont dépassés, dépassés. Voilà, ça aussi, je me dis que des fois, on a un rôle à jouer. Et donc, moi, certes, si j'ai perdu mon emploi suite à tout cela, j'ai aussi envie qu'on puisse permettre d'être un peu la voix de toutes ces personnes-là et de leur dire, voilà, si on a ce soir des parents qui nous écoutent et qui vivent la maladie et qui vivent le handicap auprès de leur enfant, eh bien, leur vie n'est pas terminée. Il ne faut pas se condamner à se dire que va falloir changer. Il y a plein de choses possibles encore. Et nous, on a envie que ce projet, il fasse des enfants. Ouais. Mais la différence, le problème, c'est que dans notre société, la différence est encore tabou. Et donc, effectivement, quand on a des profils un peu singuliers, on a tendance justement à les ostraciser, à les mettre de côté, qui fait que vous vous retrouvez seul, finalement, pas très nombreux, et on vous écarte complètement, en fait. Il y a même, pas forcément une omerta, mais c'est un manque d'intérêt. Ouais. Effectivement, il y a une mise à l'écart, je suis d'accord. Et on reçoit, moi, j'ai parfois reçu des enfants qui avaient 4-5 ans avec des formes d'autisme très marquées. Et on se demande pourquoi il n'y a pas eu de prise en charge avant. En fait, c'est exactement ce que Lucille expliquait, c'est qu'on est dans une situation où c'est des familles qui savent pas trop à qui faire appel, qui sont loin parfois sur des dépendances comme Marie-Galante, comme la Désirade, qui n'ont pas accès à tout ce qui est structure paramédicale, structure médicale. Le diagnostic est très difficile à faire.
Et c'est des enfants qui, à 3-4 ans, sont diagnostiqués déjà beaucoup trop tard. Les parents sont dépassés. C'est la porte ouverte à des maltraitances et en fait des maltraitances passives parce que les parents ils font comme ils peuvent pour prendre en charge ces enfants-là. Et être parent, c'est déjà compliqué. Être parent d'un enfant en situation de handicap, c'est d'une complexité. Moi, je dis toujours aux parents, vos enfants, je les ai 1 heure par semaine en séance. Et pour moi, c'est très facile parce que je ne vis pas avec eux la semaine. Vous, quand les parents me disent « j'en peux plus, je vais craquer », mais je comprends. Et en fait, je peux que entendre ça et dire « oui, vous avez le droit de craquer ». Mais là, encore, ils ont peut-être le droit, mais ils n'ont peut-être pas le temps ni le luxe, effectivement, oui, de craquer. effectivement. Et devant qui craquer, en fait, quand on a un enfant qui n'est pas dans la norme et d'autres enfants à gérer, quand on a aussi tous les problèmes du quotidien, des enfants qu'on a au quotidien en plus, parce que c'est des enfants qui ne sont pas en structure, donc des parents qui sont toute leur journée aux dépens de leur enfant, avec des troubles du comportement, de l'opposition, de la violence. C'est très très lourd pour certains parents. Donc techniquement, il devrait y avoir des structures adéquates. Complètement. Ce qui fait défaut, grandement défaut. D'où votre volonté, effectivement, d'en créer une dans ce cas-là. Oui, alors après, il y a une chose, ce qu'on ne dit pas, et c'est quand même bien de souligner, Catherine a soulevé tout à l'heure des parents qui se disent, tellement démunis, qui se disent que la solution c'est d'aller en métropole. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Parce que ça, c'est le soin global en Guadeloupe. Quand on ne soulève pas forcément un problème de soins en Guadeloupe. Non. Moi, je pense qu'on soulève un problème de structure en national, en fait. Parce que le handicap, ce n'est pas pris en considération, même au national. Oui, mais il y a la même... ce que je voulais dire, c'est que c'est la même... Alors oui, mais je suis d'accord. Il y a autant de temps d'attente. Il y a les parents en métropole qui attendent 3-4 ans également pour avoir une place. Donc, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'une petite île comme la Guadeloupe, proportionnellement, c'est dur d'entendre qu'on subit aussi autant de difficultés qu'au niveau national, puisque sur le continent, ils ont quand même peut-être d'autres moyens, même si c'est difficile. Hein. Je ne suis pas en train, naïvement, il faut quand même se rendre compte que c'est difficile en métropole pour des familles aussi, en échange forcément. C'est difficile aussi. Mais quand même, le fait qu'en Guadeloupe, on soit aussi plus petit, proportionnellement, on devrait quand même avoir une meilleure offre. Surtout que moi, maman de Louisa, je parle pour les médecins aussi qui, s'ils nous entendent ce soir, tous les médecins que j'ai eus autour de Louisa ont tous été d'une grande compétence. On a vraiment eu énormément de chance. Mais je ne suis pas sûre que finalement, avec le recul, que ce soit de la chance. Il y a de vraies compétences en Guadeloupe. C'est des infrastructures dont on manque. C'est même plus une question de compétences. C'est vraiment une question de désert médical. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'effectifs suffisants pour la prise en charge des enfants. Trop justement sectorisé sur la zone pointoise et tout cela. Et donc du coup, c'est difficile pour des parents, quand on connaît le trafic, la difficulté de se dire, je suis à Saint-François, je suis à Basse-Terre, je suis à Port-Louis, je suis à Petit-Canal, j'ai besoin d'emmener mon enfant. Aller-retour à chaque fois. Et pour l'enfant aussi, qui est déjà dans une difficulté déjà physique, neurologique, enfin bref, c'est complètement pathologique, c'est difficile d'aller jusqu'à cet endroit, cette zone-là, et être épuisé. Donc la solution, c'est d'envisager des petites structures à taille humaine. On ne parle pas de grosses structures. C'est d'envisager d'avoir une petite structure. Qu'est-ce que vous entendez par petite structure ? Par exemple, sur les policiers. La structure qu'on envisage, déjà pour reprendre, l'idée c'est aussi quand on dit, c'est de décentrer la région pointoise, de délocaliser en fait tout. Il y a une offre de prise en charge qui est saturée, mais de la délocaliser donc sur la commune de Sainte-Anne ou de Saint-François et de pouvoir centraliser la prise en soin, que les parents n'aient plus à faire kiné, ergo, psychomote, ortho. Donc regrouper tous les spécialistes. Offrir une structure d'accueil, un institut d'éducation motrice qui permettrait d'accueillir les enfants en situation de polyhandicap, porteurs de maladies rares. Donc dans un lieu d'accueil qui accueillerait entre 10 et 12 enfants. Nous, on est sur une proposition de structure d'accueil avec un tout petit effectif, parce qu'on débute, on est 2. Bien qu'on soit très soutenu par toute l'équipe des médecins, pédiatres, docteur Tournier, docteur Poulichet, du CHU, ils ont été d'un grand soutien, ils nous soutiennent, ils nous suivent dans les projets. On a un grand soutien de la part des élus de Saint-François, Madame Ferly, Madame Sennelier, qui nous ont reçus début janvier. C'est depuis cette rencontre avec elles que tout s'est lancé. D'accord. Oui. Très bien. Donc une petite structure à taille humaine, donc ce qui pourrait accueillir quand même une quinzaine d'enfants. Un peu moins d'une quinzaine d'enfants. Et encore, je ne suis pas sûre qu'on répondrait à la demande en Guadeloupe. Non, ce serait déjà un peu. Mais ce serait déjà un début, bien sûr. On part du côté du téléphone. Je crois qu'il y a un auditeur qui essaie de nous joindre. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir.
On vous écoute, madame. J'appelle pour intervenir parce que j'ai un enfant handicapé et en fait, qui n'est pas en structure. Donc, j'ai fait une demande il y a plus d'un an vers les IRL de Bemao qui ne m'a toujours pas répondu. Et la dernière fois que je les ai eus, allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Oui, donc la dernière fois que je les ai eus au téléphone, donc ils m'ont carrément dit que oui, c'est pas sûr qu'ils prennent mon fils. Sachant que mon fils, c'est un enfant qui ne marche pas, qui ne parle pas. D'accord. Et donc je suis toujours en attente de structure. Et franchement, j'ai qu'une seule envie, c'est de quitter la Guadeloupe parce que le fait qu'il n'y a pas de réponse ici en Guadeloupe, partout où je passe pour faire des demandes pour structure ou autre, concernant mon fils, pas de réponse. Ok. Il n'y a pas de débouché, il n'y a rien. Donc vous n'avez aucune solution finalement qui vous est proposée pour la prise en charge? Non, malheureusement, j'ai essayé de prendre contact avec le CAN, l'assistance sociale du CAN, qui m'a dit qu'elle va essayer de faire quelque chose, mais en fait, quand même, je trouve que c'est pas par sélection qu'il faut prendre les enfants. Moi, je trouve ça inadmissible parce qu'il y a des parents qui souffrent, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes sur une petite île, oui, mais je trouve qu'il y a suffisamment de personnes qui peuvent prendre les enfants, en fait. Il n'y a pas une histoire de choix, attendre une liste d'attente, franchement, choisir les gens, seulement les parents qui travaillent et d'autres qui n'ont pas les capacités de garder les enfants toute la journée, comme ça, sur le dos. Donc vous êtes favorable, effectivement, vous appuyez un peu l'ouverture de nouveaux établissements qui pourraient accueillir ces enfants. Oui, si c'est ouvert sur la Grande Terre, sans problème. Parce que de nos jours, ce sera très difficile de faire confiance que notre enfant soit jusqu'à Basse-Terre et autres où on habite en Grande Terre, tout en sachant qu'on n'a pas, en cas de mauvais intempéries, on ne peut pas assurer le suivi. Revenir, donc ça va être dur aussi. Ok. Donc il y a vraiment une nécessité, il y a vraiment un besoin de créer ces structures ici en Guadeloupe et notamment effectivement sur... parce qu'en fait, quand on regarde bien, la dame tout à l'heure, elle disait qu'elle était pour que les gens partent en métropole. Effectivement, elle a tout à fait raison. Non, En métropole, attendez, en métropole, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu d'attente, mais les personnels, les directrices, les assistantes sociales qui prennent en charge certains parents ont beaucoup de courage pour accompagner ces parents-là. Ils jouent pas le semblant, faire le semblant, mais franchement, les enfants sont en structure comme il se doit, en fait. Mais c'est pas à demi. Parce qu'elle a tout à fait raison, cette dame. Justement, son propos était un peu inverse, puisqu'elle disait qu'on a la compétence ici en Guadeloupe, c'est vraiment les structures qui font défaut. Ok, en France aussi, il y a une bonne prise en charge, mais qu'on peut avoir... sans vouloir vous couper, c'est vrai qu'il y a des compétences. Peut-être que oui, mais les structures, elles sont où? Elles sont ouvertes où? Au lieu de, excusez-moi entre parenthèses, au lieu d'ouvrir des choses qui ne sont pas importantes, au lieu d'aller ouvrir au champ à Dotema, ouvrez un centre pour les enfants handicapés. Désolé. On comprend fort bien le message. Ce n'est pas les centres commerciaux et les magasins qui manquent, mais effectivement, on a d'autres types de problématiques à gérer dans l'urgence. En tout cas, merci effectivement pour votre témoignage, pour votre appel. Donc, vous nous disiez plus d'1 an que vous essayez d'inscrire votre enfant. Oui, ça fait plus d'1 an que j'ai fait une demande. Et effectivement, les IRL de Bemao ne me regardent pas du tout. Et tout en sachant l'enfant, en restant comme ça dans la maison, il est toujours sur les nerfs, il est énervé, malgré que je le stimule à être calme et tout, mais il n'y a pas moyen. C'est lourd. Merci beaucoup, madame, en tout cas, pour ce témoignage. Merci, et on espère effectivement que l'IME verra le jour très prochainement et que d'autres établissements, vu que apparemment, il y a de la demande. 12 places, ça risque de ne pas être suffisant. Vous en êtes où, justement, sur l'établissement du projet ?
Alors, on a commencé à lancer le projet début janvier, donc comme je disais, grâce à l'aide des élus de Saint-François qui nous ont aidés à lancer le projet. Sans elles, on n'aurait pas pu en être là où on en est aujourd'hui, avec l'aide des médecins, également du CHU. Là, à ce jour, on est à nouveau à la recherche d'une parcelle sur la commune de Sainte-Anne ou Saint-François. On avait une parcelle qui a été dédiée à ce lieu. On s'est rendu compte que l'endroit n'était pas adapté d'un point de vue de superficie. Donc, on fait également un appel aux gens qui nous écoutent pour rechercher un terrain d'une superficie d'environ 1000 m². Donc sur le secteur Saint-François et Sainte-Anne. Saint-François-Sainte-Anne. L'idée, c'est vraiment de désengorger la région de Pointe-à-Pitre et d'offrir une possibilité de structure à l'écart un peu de la région pointoise. Donc le projet est supervisé, accompagné des médecins du CHU qui nous aident à recenser effectivement les enfants en situation de handicap sur la région Grande Terre. Et c'était très touchant d'entendre cette dame. J'ai vu, Lucille, que tu te reconnaissais aussi dans les propos de cette maman. Parce qu'effectivement, on répond vraiment à une demande. C'est pas illusoire ou c'est pas juste... c'est qu'il y a un besoin que ces enfants soient en structure. Le projet, aujourd'hui, il nous demande des accords de l'ARS également. On a été contacté aujourd'hui par des personnes de l'ARS qui nous proposeront un rendez-vous très prochainement, par Dominique Théophile, le sénateur, par Olivier Servat. On essaye effectivement, on est vraiment reconnaissante des élus de la mairie de Saint-François parce que vraiment elles nous ont permis, ça fait partie, je trouve, d'un main dans la main, de prendre en considération des difficultés qui sont remontées sur le terrain par des concitoyens et de se rendre compte qu'il y a une réalité et un appel auquel il faut répondre. Et ça, je trouve que ça me donne, moi, raison encore une fois sur la Guadeloupe. Si on l'aime, on la développe. Il faut l'aider parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Et ça, pour ça, cette dame, j'entends sa souffrance, c'est la souffrance accumulée. Et je l'entends parfaitement. Mais les ERL, nous, on les a eu en contact. Et en fait, c'est des structures qui sont dépassées, débordées, qui ont déjà le mérite d'être. Mais ne serait-ce que le recensement, on s'est rendu compte qu'il n'était pas à jour. Le recensement de la population en situation de handicap, entre autres des enfants sur la Guadeloupe, n'existe quasiment pas. Donc comment voulez-vous répondre avec des projets qui font appel à des fonds publics et les placer où il faut quand vous n'avez pas de recensement? Ça déjà c'est une réalité. Et donc forcément ça doit venir déjà de la population. Moi, quelque part aujourd'hui, je remercie ma fille de vivre ça parce que je me sens utile à pouvoir défendre une cause. J'ai été à ramasser la petite cuillère il y a 3 ans où je me disais je n'ai plus de vie, je ne sais pas comment je vais vivre parce que je ne sais pas si j'ai la force pour ça. On ne sait pas si on a la force pour ça. Demain, quand on tombe avec la maladie ou même le handicap, on ne sait pas comment est-ce qu'on se relève. On subit, on se découvre des forces. Et donc ça, vraiment, je trouve que la Guadeloupe là-dessus, bien souvent, on a tendance à dire qu'on est une population résiliente, certes, mais ça ne suffit pas. Il faut se lever et trouver des solutions. Quand il n'y a pas de solution, on les crée. Et donc là, mais je suis vraiment confiante là-dedans, je suis un peu naïve, certes, mais c'est ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on se dit, il y a des possibilités, on avance. Et quand on frappe aux portes des médecins qui vous disent tous, mais oui, vous répondez à quelque chose, et oui, j'ai plein de parents qui sont dans ces difficultés-là, et oui, on vous suit, vous ne pouvez pas ne pas y croire. Et surtout même de la part des politiques, en fait, on n'a reçu aucun non. Oui, c'est ça. Pour l'instant, le projet est lancé depuis bientôt 3 semaines. C'est tout nouveau pour nous, mais en fait, jour après jour, on n'a que des réponses positives de politiques dont on ne s'attendait même pas à ce qu'ils s'intéressent à ce sujet. Et déjà pour ça, on les remercie de s'intéresser. Mais s'il n'y avait pas eu le mouvement de la société civile, finalement, le politique ne se chargerait pas de cette problématique-là. Oui, mais donc alors... il faut aller, il faut inciter. C'est exactement ça, Harold. C'est vraiment le fait que parfois, il faut aussi... On a tendance, on le fait tous, je pense, de se dire, de râler à un coin de table avec ses amis le soir, on boit un apéritif, on dit oui, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. On fait le mot. Bref, on n'est pas content. Mais parfois, c'est aussi bien de se dire que... Faut pas oublier, faut pas tout sacraliser non plus. C'est un service public. On a le droit
de dire ce qui ne va pas, et on est censé normalement avoir réponse là-dessus. Ce sont les rôles de nos élus. Le jour où ils se sont présentés pour pouvoir être élus, c'est parce qu'ils ont défendu des causes sur lesquelles ils ont subi des choses et des préjudices, ils ont envie de changer les choses. Il ne faut pas l'oublier. Donc nous, aujourd'hui, on se rend compte, parce que je suis maman d'une enfant polyhandicapée, parce que Catherine est psychomotricienne et elle est compétente pour ce genre de structure, eh bien on s'est dit, il n'y a pas de solution, il faut la proposer, et si d'autres veulent reprendre le projet et nous suivre et nous aider, ou juste en faire d'autres, des répercussions, ça a du sens. Pour moi, en plus, c'est à taille humaine. On n'a pas parlé de la structure en soi. Je pense que Catherine pourra vous l'expliquer. C'est une petite structure de 150 mètres carrés. Aujourd'hui, les gens font des prêts illimités pour avoir des maisons à Saint-François ou Sainte-Anne parce que c'est coté touristiquement. Oui, mais c'est certes rentable. Le social et la santé ne sont pas rentables, mais c'est le bien-être de la population. Donc, je suis désolée, mais à un moment, il faut aussi que les politiques nous suivent là-dessus et que les banques aussi arrêtent de demander une réalité de rentabilité sur du social. Publique. Mais en fait, on parle d'économie sociale et solidaire finalement dans ce secteur-là. Oui, c'est ça. Et effectivement, eux, ils ont des impératifs financiers qui ne rentrent pas du tout dans le cadre de l'ESS. Donc, il faudra qu'on arrive à trouver un équilibre à ce niveau-là. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu évoquais auprès des familles. C'est super important pour les familles de venir vers nous. L'idée de l'association Les Polissons, c'est pas seulement la création d'une structure d'accueil pour enfants polyhandicapés, c'est aussi permettre aux familles de se faire connaître, de ne pas rester isolées, d'être accompagnées éventuellement dans le diagnostic. Peut-être que ce ne sera pas de notre ressort, mais peut-être qu'on saura les orienter vers les bonnes instances. Et aussi permettre aux familles de se sentir épaulées, soutenues, guidées, écoutées. Parce qu'avoir un enfant en situation de handicap, c'est vraiment une charge mentale à temps plein. Et les parents doivent avoir des moments de lâcher prise. C'est ce qu'on aimerait proposer également au sein de la structure, pouvoir proposer des groupes de parole, des moments de sophrologie, de yoga, pouvoir permettre à ces parents de lâcher prise et aussi de récupérer, en mettant son enfant en structure le matin, de récupérer une vie un peu plus normale, de pouvoir aller travailler, de pouvoir s'épanouir dans son travail, dans des projets, d'avoir une vie sociale. Tout ce qu'on n'a plus quand on est parent en situation de handicap. Et moi, je le vois tous les jours avec les parents qui courent après les administrations, qui sont sans cesse à chercher des numéros parce que c'est une errance aussi administrative. On se renvoie beaucoup la balle dans ce secteur. Le projet pourrait voir le jour quand ? Si tout se passe bien. Là, c'est bon. On voit pour une ouverture en 2023 ? En 2023, un rôle de rêve plus que nous, c'est incroyable. On a rencontré Luc Martz hier, qui est architecte et qui est spécialisé dans l'accueil aussi des collectivités. Oui, merci à lui, des collectivités pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Et lui évoquait, selon le bâti, une projection vers 2025, on espère. Si on est suivi par nos politiques, par l'ARS, par la sécurité sociale, on aimerait effectivement une ouverture possible en 2025. Plus tôt, ce sera encore mieux pour nous et pour tous les parents qui sont en attente de ce type de structure. Mais sans être ambitieux, une ouverture en 2025, ce serait... Ouverture en 2025, mais entre-temps, les parents peuvent toujours prendre effectivement votre attache, puisqu'on est quand même sur une échéance de 2 ans à peu près, peuvent prendre votre attache et vous êtes disposés aussi à donner des conseils si d'autres IME veulent ouvrir peut-être dans le sud Basse-Terre, nord Basse-Terre, des choses comme ça. Et même l'idée dont on parlait avec l'architecte hier, c'était pourquoi pas de développer, s'il y a d'autres personnes qui ont envie d'être porteuses de projets, c'est de développer une structure modèle et pourquoi pas développer des antennes, parce que créer une énorme structure en grande terre où il faudrait faire de la route pour y venir, c'est intéressant. On revient sur les tailles humaines, mais on reste sur un accueil à taille humaine et puis créer des antennes à développer en basse terre, en grande terre et rendre l'accès beaucoup plus facile à tous les usagers, effectivement. Et avant cela, je dirais une chose, par contre, juste une chose. C'est que ce qui est difficile quand on est parent d'enfants handicapés, pour ne pas répéter, c'est l'écart de la société. Et je trouve qu'en Guadeloupe, il y a une chose, moi je me souviendrai toujours d'une maman qui m'a parlé, elle se reconnaîtra, qui m'a parlé dans la salle d'attente de la kiné.
qui m'a dit j'ai souhaité que mon enfant décède. Parce que c'est tellement lourd et parce que la culpabilité est immense pour une maman. Certes, le papa se pose des questions, mais pour la maman, souvent, on la culpabilise de beaucoup de choses. On est déjà dans une société judéo-chrétienne et en plus, en Guadeloupe, on a aussi des croyances, on ne va pas se mentir. Oui, clairement. On a entendu, je sais que cette maman a entendu, entre autres, ah oui, tu as eu, ton périnée est empoisonné, ton placenta a certainement subi un sort ou autre. Ça, c'est des choses, quand vous vivez déjà la maladie, c'est super difficile à supporter au quotidien. Donc je pense que déjà, pour la population guadeloupéenne, française, européenne, peu importe, juste le silence est le meilleur accompagnant. Et une épaule, être présent, écouter. C'est déjà immense. Et je pense que là-dessus déjà, on est déjà aussi population aidante, de parents aidants d'un enfant en difficulté. Ça, c'est important vraiment d'essayer de... Parce qu'on peut tous amener sa pierre à l'édifice. Et cette structure-là, nous, parce qu'on le vit, eh bien, on s'engage plus loin. Mais déjà, si tous peuvent nous soutenir en étant juste compréhensifs qu'on n'est pas en marge, on est tous dans la même société, ça déjà, on aura fait un grand chemin. Le truc, c'est qu'on parle beaucoup d'inclusion, mais on ne le pratique pas. Mais c'est vrai. On pratique très peu. Je rebondis sur ce que dit Lucille, c'est que notre rôle Enfin, moi, comme je vois mon métier, mon rôle de soignante, c'est effectivement de soigner des enfants comme les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, mais c'est aussi d'écouter, d'entendre sans juger ce que peuvent avoir à nous livrer tous ces parents. Ouais. Parce que quand on a des idées comme ça, des idées extrêmement noires comme cette maman-là, c'est du désespoir, clairement. On pourrait être traité de mauvaise mère, mais en fait, c'est clairement du désespoir. C'est qu'on arrive à des situations où on est à bout, très clairement. Oui. Et ça, il faut arriver à l'entendre aussi, ne pas rester dans le jugement et se dire « Ah, c'est une mauvaise mère, elle n'assume pas ses responsabilités. » Puisqu'on a une tendance à juger. Oui, mais je remercie cette maman, je la trouve intelligente de dire, et de voir dans mes yeux à moi qu'elle peut le dire. Parce que c'est pas grave de le dire, c'est déjà... Au contraire, je trouve que c'est aussi une façon d'être transparente. Et je la remercie de me l'avoir dit, parce que je comprends cette souffrance-là et de me faire confiance pour pouvoir le dire. Ça aussi, des fois, on est tellement... J'ai eu honte, moi aussi, hein. J'ai eu honte, sincèrement, de se dire, j'ai pas été capable de donner la vie comme il faut. On se pose cette question, faut pas mentir. Donc ça aussi, c'est des choses qui font qu'à un moment, il faut se dire que c'est la faute à personne, c'est la vie. La vie est tellement hasardeuse sur plein de choses et elle vous amène des bonnes choses. Parce que là, aujourd'hui, je suis très très fière de ce projet-là et je trouve que ça donne du sens et ces parents-là devraient plutôt avoir la tête haute de se dire, bon sang, tout ce que j'arrive à faire au quotidien... Mais tout ce que j'arrive à leur offrir. Des fois oui, c'est sûr. Mais ils sont pas seuls. Et donc justement, on est là pour que ils viennent. On a une adresse mail, c'est lespolissonsguadeloupe@gmail.com. C'est simple. Les polissons pluriel, donc les polissons. Les polissons tout attaché, lespolissons pluriel guadeloupe@gmail.com. Et puis après, on a aussi une page Instagram, les polissons IEM, tout simplement. Et puis on essaye de médiatiser déjà grâce à Canal 10, RCI, tout ça. Et puis on a eu des articles dans le France Antilles. Donc c'est une structure qu'on espère bientôt voir le jour. Mais pour bien faire, il faut aussi que ça soit façonné, peaufiné. Il faut prendre le temps. On ne fait pas ça non plus comme ça. Sinon, on fait mal. On parle de prise en charge quand même d'enfants. Voilà. Donc il y a un minimum à ce niveau-là. Mais effectivement, on vous fait confiance pour que tout soit fait effectivement dans les règles. Pour effectivement la prise en charge de ces petits. Ils ont déjà une vie qui est pénible. Donc si on pouvait les soulager, franchement, ce serait pas mal. Et les parents. Et leurs parents surtout. Surtout leurs parents. Ouais. C'est vrai que, non, franchement, vous méritez des médailles. Hein. Vous méritez des médailles. Il y en a qui en reçoivent à tort, mais vous méritez... Non, c'est fou, hein, puisqu'on ne se rend pas compte qu'élever un enfant, finalement... Certains pensent que c'est facile, c'est très compliqué d'élever même un seul enfant. C'est vrai. Et donc, quand on a un enfant qui est particulier, qui a certaines différences, on va dire, il faut double dose d'effort, voire triple dose d'effort, et c'est faut pouvoir le gérer, franchement. Oui, et puis nous donner surtout les moyens pour, parce qu'il y a plein de parents qui sont formidables d'invention, de créativité, à envisager des choses. On fait ça tout le temps, parce que de toute façon, comme c'est pas codifié, comme c'est, on n'a pas, donc on prend des chemins de traverse. Moi, le papa de Louisa est formidable pour ça, d'inventivité pour elle, et elle lui renvoie par son sourire. Donc ça, déjà, c'est toujours un point gagné. C'est des enfants qui sont non-verbales, souvent. Louisa ne sait pas parler, mais on voit que
c'est pas une petite fille qui est malheureuse. Non. Comme quoi, Donc, c'est ça. on peut le faire, mais encore faut-il se donner les moyens et vous donner les moyens. Oui. Le mot de la fin. On attend avec impatience que l'ARS nous contacte et qu'elle nous aide à concrétiser ce projet. On est pleine de motivation. Et si on peut dire sur le mot de la fin qu'on est tout de même à la recherche d'un terrain, c'est super important. Terrain, secteur Sainte-Anne-Saint-François, 1000 m² à peu près. Pour développer ce projet, c'est essentiel. Et un budget ? Ben, on adaptera. On adaptera en là-dessus, fonction des subventions et de qui nous suivra. On est prêt à investir des fonds personnels. Aussi. Oui, c'est ce qu'on fait. d'accord. Oui, Ah oui, on s'est engagé à ça. Bien sûr. Ah oui, d'accord. oui, on s'est engagé là-dessus. C'était la première conversation qu'on a eue tous les deux avant qu'on Ok. y aille, c'est qu'on s'est dit qu'on Ok. si on n'avait pas les aides, on irait au front quand même. On a une cagnotte en ligne. Ah, ben, très bien. On a une Donnez-nous cagnotte en la ligne, cagnotte. Cotise Up les polissons IEM. Et on a Donc, déjà. Cotise Up. Cotise Up, Cotise Up. oui. Les polissons IEM. Ok. Et donc, on a déjà quand même de bons fonds qui ont été levés avec nos proches, les proches des proches, et ainsi de suite. Ça fait boule de neige. Et Un puis peu- les entreprises qui, dès qu'on aura les... que l'association est créée et qu'on attend juste le retour de la préfecture, mais sachez que pour les entreprises, vous avez le droit de défiscaliser. Et donc, Oui, les vous dons êtes- sont défiscalisables. c'est ça. Donc, vos dividendes seront utiles. Pour Et une donc, juste cause. c'est ça, pour une juste cause, justement. Sachez que quand vous avez une association qui est pour le bien, le soin à la personne et le bien public, eh bien, vous avez le droit à défiscaliser jusqu'à 75% pour ces dons. Et donc, c'est notre cas. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de remercier tous les contributeurs qui ont déjà contribué à la cagnotte. Les 152 participants, précisément. Tous les médecins, on tous les infirmiers s'est kinés trouvé qui sont d'un mobilisés énorme soutien. Jour après jour, il y a quelqu'un qui vient mettre sa pierre à l'édifice et c'est... Merci à tous. Ouais. Voilà. Donc comme quoi, quand il n'y a pas de solution, il suffit de les créer. Ouais. Bien On sûr, y arrive. on est d'accord. Merci beaucoup en tout cas, mesdames, d'être venues sur ce Merci plateau à ce vous. soir Merci à vous. et de nous avoir présenté donc votre projet, les polissons IEM, donc une structure d'accueil pour les enfants, moi j'aime bien dire un peu particulier, Oui, un peu oui, différents, les enfants différents. Des polissons. Voilà, des polissons, qui est une structure que vous souhaitez effectivement ouvrir à l'horizon 2025. Le projet est bien avancé déjà. Il vous manque donc un terrain, du financement et la validation de l'ARS. Et après, ce sera dans les tuyaux. Une structure qui pourra accueillir 12 enfants, je le précise, une douzaine d'enfants. Une structure à taille humaine, justement, pour bien s'en occuper. Et on va suivre l'évolution donc de vos projets. D'ailleurs, on voudrait bien, je pense qu'on devrait peut-être faire un petit reportage sur votre vie pour montrer comment ça se passe Avec grand plaisir. le quotidien. Donc, je proposerai à la rédaction. En tout cas, merci encore d'être venu sur ce plateau et pour tout ce que vous faites pour les enfants et la Guadeloupe en général, puisque tout le monde pourra en bénéficier dans tous les cas. Merci encore. Merci à vous. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous voulez participer donc au projet Les Polissons IEM, vous allez donc sur Cotise Up sur Internet, vous tapez Les Polissons IEM, c'est très facile à trouver. Et il y a une jolie petite fille justement sur le visuel. Donc c'est qui ? Louisa, ma fille. Ah, c'est Louisa, donc c'est votre fille. Eh ben voilà, on a une jolie petite fille justement sur la page d'accueil. N'hésitez pas effectivement donc à faire un don pour aider au développement de ce projet qui pourra en entraîner d'autres, vu qu'il y a une grosse demande des familles d'enfants victimes. On ne dit plus victimes. Hein. Oui, ça peut être aussi. Ça peut être aussi un AVC, une méningite. Ça peut être ça. Et causer effectivement. Oui, et donc le polyhandicap, on ne peut pas de toute façon le prévoir. Nous, c'est un cas de maladie génétique, mais ça peut être... J'ai envie de dire que souvent, ce sont les parents qui sont victimes, plus que les enfants. Les enfants arrivent à outrepasser tout ça, mais les parents, c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'évoluer avec un enfant handicapé. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites, c'est un travail colossal et franchement je salue la démarche et je salue tout ce que vous faites au quotidien et toutes les familles qui sont dans ce genre de situation parce qu'il faut franchement avoir des épaules, un dos très large et très solide. Je sais pas. Ah oui. On sent qu'il y a la condition. Bisous chers téléspectateurs, on se retrouve demain.